Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Péranne ou Roussillon, le nom du village. En tout cas, un village non loin du mont Ventoux. Le certificat d'études, le gueuleton des pompiers pour la Sainte-Barbe, le chauffage central. Peu à peu, une famille américaine, sans s'en rendre compte, s'adapte aux conditions de vie du village. Première diffusion sur France Culture le 7 juin 1971, Lecture de femmes, une émission de Michel Perrin. J'avais très envie, depuis longtemps, de voir le français à travers des yeux étrangers. Je me demande si cette idée ne m'était pas venue en regardant une vieille dame, digne et distinguée, dans le pullman du Sud Express entre Paris et Bordeaux. Cette dame avait soif. Elle avait commandé un quart d'eau minérale. « Nous n'avons pas de quart, madame », lui avait respectueusement objecté le maître d'hôtel. « Nous n'avons que des demi-bouteilles. »« Je n'ai pas assez soif pour boire une demi-bouteille. Que voulez-vous que je fasse d'une demi-bouteille ? C'est un quart que je veux. »« Je suis désolée, madame, je n'ai pas autre chose. »« Eh bien, tant pis. Je vous donne la demi-bouteille ? Vous ne me donnez rien du tout. » Cette dame avait une certaine soif qu'elle évaluait très précisément. Elle voyageait dans le wagon de luxe d'un train spécial, mais à la pensée de gaspiller la moitié d'une bouteille d'eau, elle reculait. Cette attitude, qui, à mon avis, n'était pas un simple réflexe d'avarice, je ne sais pas pourquoi, m'avait paru très française et m'avait donné l'envie de nous voir jugés, dessinés, compris de l'extérieur. Eh bien, ce portrait existe. Il existe même depuis un certain temps, mais son auteur, Laurence Willy, professeur de sociologie française à Harvard, en Amérique, n'avait pas osé le faire traduire en français, de crainte de blesser, peut-être, ses modèles. Mais, devant les interprétations fantaisistes auxquelles donnait lieu ce refus, il s'y résolut, et tant mieux pour nous. Ce livre, qui a pour titre « Un village du Vaucluse » et qui est publié dans la collection Témoins de Gallimard, est à recommander. Il raconte la vie française, de la naissance à la mort, dans les moindres détails. Ce sont ces détails qui fascinent. C'est le miroir tendu qui fait toute la valeur du témoignage. Vous allez penser, je suppose, que la vie française, nous la connaissons puisque nous la vivons tous les jours. Et non. Je crois précisément, parce que nous la vivons, que nous ne l'analysons pas. Lorsqu'un romancier français décrit la vie provinciale, les choses vont pour lui tellement de soi qu'elles vont sans dire. Laurence Willy, lui, parce qu'il est étranger, les dit. Au fond, il nous étudie avec la même minutie qu'une peuplade de Haute-Amazonie. Il détaille tout. Pas un élément ne manque au puzzle. Le portrait de ce village du Vaucluse, qui dans le livre s'appelle Péranne, mais est en réalité Roussillon, perché sur ses falaises d'ocre rouge, entre Apt et Cavaillon, non loin du mont Ventoux, se présente comme un portrait subjectif-objectif. Subjectif, parce que l'auteur a, pendant un an, vécu et aimé la vie de Roussillon. Objectif, parce que tout est enregistré minutieusement, comme sur une plaque photographique. Prenons par exemple le certificat d'études. Voilà comment le raconte Laurence Willy. Le jour de l'examen, 2 voitures remplies de monde quittèrent Péranne à 7 heures du matin et descendirent la colline en direction de Gordes. Jules Marchal était accompagné par ses parents dans leur Renault. Dans ma voiture, j'avais pris Madame Vernet, Jacques Leporati, Laure Voisin et sa mère. À quelques kilomètres de Péranne, nous nous arrêtâmes pour prendre la famille Raboul qui accompagnait Félix. Je fus étonné de voir tant de parents accompagner leurs enfants à l'examen, car pour la plupart, cela représente un sérieux sacrifice économique de renoncer à une journée de travail. De tous les parents de candidats, seuls les Leporati, les plus pauvres, restèrent au village. Lorsque je demandai à M. Marchal pourquoi tant de parents accompagnaient leurs enfants, il répondit « Qu'est-ce que vous voulez ? Jules nous a demandé d'aller avec lui, il dit qu'il se sentira plus sûr de lui si nous sommes là. D'ailleurs, même si j'étais resté à la maison, j'aurais été trop énervé pour travailler. » L'angoisse de l'enfant est l'angoisse de la famille. Il le sait. Et il sait aussi qu'il porte l'honneur de la famille sur ses épaules. Lorsque nous nous arrêtâmes pour prendre les Raboules, nous changeâmes de place de façon que tous les parents montent dans la voiture de M. Marchal, tandis que les 4 candidats et Mme Vernet montaient dans la mienne. L'institutrice voulait les avoir tous avec elle pendant les derniers instants, afin de leur donner une dernière fois ses instructions.
Pendant le voyage, elle rappela à chaque élève les fautes qu'il avait l'habitude de faire et elle les interrogea sur les questions dont elle avait la quasi-certitude qu'elles seraient posées à l'examen. Quand nous arrivâmes à Gordes, la place était pleine de voitures. Dans la cour de l'école, parents, institutrices et enfants attendaient en petits groupes silencieux, trop tendus pour avoir envie de bavarder. Enfin, à 8 heures, M. Valentini tapa dans ses mains et candidats et examinateurs entrèrent dans les classes. Les parents quittèrent la cour, les mères s'installèrent sur la place et se mirent à tricoter. Parmi les pères, certains profitèrent de ce voyage à Gordes pour faire des achats ou régler certaines affaires. Les autres se rassemblèrent au café. Les instituteurs et les institutrices qui ne font pas partie du jury restent dans la cour de l'école à bavarder par petits groupes. Peu avant 10 heures, tous les parents étaient de retour dans la cour, attendant la sortie des enfants pour les 15 minutes de récréation auxquelles ils avaient droit. La cloche sonna, et on les vit émerger, clignant des yeux à la lumière. Leurs mères leur donnèrent du pain et du chocolat, et Madame Vernet rassembla les candidats afin de savoir quelles questions ils avaient eues et comment ils y avaient répondu. Elle tenta d'évaluer le travail de chacun pour lui dire s'il avait une avance suffisante ou s'il s'en était si mal tiré qu'il devrait faire particulièrement attention aux épreuves suivantes. Avant la fin de la récréation, elle leur rappela les embûches qui les guettaient au cours des épreuves restantes. À midi, les parents revinrent chercher leurs enfants pour les faire déjeuner d'un pique-nique qu'ils avaient emporté et les laisser se reposer un peu avant les épreuves orales de l'après-midi. De mon côté, j'allais déjeuner à l'auberge du village avec les examinateurs et les institutrices. Voyant que M. Valentini ne nous accompagnait pas, j'en demandai la raison à une institutrice. « Nous l'aimons bien, mais nous ne nous sentons pas à l'aise en sa présence, dit-elle. » En effet, la situation à table était déjà quelque peu gênante du fait qu'examinateurs et maîtres des candidats se trouvaient réunis ensemble. On bavarda de choses d'ordre professionnel et certains causèrent très sérieusement de l'examen. Avant le déjeuner, Madame Vernet était venue s'excuser de ne pas s'asseoir à côté de moi à table, car, me dit-elle, elle voulait profiter de l'occasion pour bavarder avec l'une de ses amies. Elle m'expliqua ensuite que cette amie, qui enseignait dans un canton voisin, était membre du jury. Durant le repas, elle avait essayé de déterminer quelles étaient les chances de ses candidats, mais comme elle devait être elle-même examinatrice la semaine suivante dans le canton de son amie, elle n'avait pas trop insisté, sachant que les rôles seraient alors renversés. À 2 heures, tout le monde retourna à l'école, et les épreuves orales commencèrent. À 4 heures, les copies de l'écrit étaient corrigées et notées, et l'oral était terminé. Les parents, les instituteurs et les enfants attendirent nerveusement tandis que le jury se réunissait pour délibérer. Enfin, M. Valentini parut, une liasse de diplômes signés de sa main sous le bras. Il se planta au milieu de la cour et appela les noms des lauréats. Ceux-ci s'avancèrent l'un après l'autre pour recevoir leurs diplômes. Il n'y eut ni applaudissements, ni félicitations, ni serment de main. La cérémonie terminée, on reconnaissait les candidats heureux au sourire qui éclairait leur visage et celui de leurs parents. Les recalés souriaient, eux aussi, mais c'était un sourire figé, qui ne parvenait pas à cacher les larmes qui emplissaient leurs yeux. Des élèves de Péranne, seul leur voisin avait échoué, comme Madame Vernet l'avait toujours prédit. Madame Voisin se tenait à côté de sa fille, mais ni elle ni personne ne faisait le moindre geste pour consoler la fillette. Lorsque je m'approchai d'elle et posai ma main sur son épaule en essayant de lui dire quelques mots de réconfort, elle me regarda d'un air si ébahi que je me sentis gêné, et je m'éloignai, la laissant seule avec son chagrin. Pour le voyage de retour, Madame Vernet, Jacques Leporati, Madame Voisin et Laure prirent place dans ma voiture. Madame Vernet et Jacques parlèrent à peine. Madame Voisin causa presque tout le temps. Ses yeux, comme ceux de sa fille, étaient emplis de larmes. Elle était aussi déçue que Laure, mais ses sentiments avaient tourné à l'agressivité contre sa fille. Laure n'avait échoué, disait Madame Voisin, parce qu'elle n'avait pas assez travaillé. Chaque fois que ses parents lui disaient d'aller étudier, elle restait assise au fond du café de son père, à rêvasser, en compagnie de Jacqueline Favre, ou à jouer au baby-foot avec les grands garçons. Ses parents n'étaient pas responsables de son échec. Madame Vernet non plus, qui avait certainement fait de son mieux pour l'aider. Laure seule était fautive, elle n'avait que ce qu'elle méritait. Il était simplement malheureux qu'elle ait déshonoré ses parents par sa paresse. Laure ne tenta à aucun moment de répondre à sa mère. En somme, ce certificat, nous l'avons presque tous vécu et nous pouvons le reconnaître. Mais si une voix étrangère ne mettait pas l'accent sur l'angoisse de la famille, sur le point d'honneur des candidats et des maîtres, sur la solitude dans laquelle on laisse se débrouiller l'élève recalé, sans doute ne comprendrions-nous pas qu'il y a là une manière d'agir particulière aux Français et surtout
qu'il y a ailleurs une manière différente. Au fond, l'étude des mœurs françaises, vue de l'extérieur, permet de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre l'œil étranger. Sans Laurence Willy, je serais restée persuadée que les institutrices de mon école, seules, avaient des chouchous, qu'elles étaient trop sévères avec moi, mais c'est une politique française que de demander à chacun selon ses possibilités. Je n'aurais pas compris non plus que l'humiliation peut être une forme concertée d'éducation. Naturellement, dans ce livre, comme on s'en doute, il y a tout. Aussi bien l'installation d'un couple que la manière de joindre les deux bouts, que les rapports sociaux, les bagarres politiques, les parties de boules, la messe de minuit et la ruine de l'épicier. Il y a le pittoresque aussi. Et dans l'obligation de choisir, je me demande si je vais vous donner le banquet des pompiers ou la manière de se chauffer à Péranne. Évidemment, le banquet des pompiers pour la Sainte-Barbe, avec ses 4 apéritifs d'honneur afin de ne faire de peine à personne, son gueuleton si soigneusement équilibré qu'il coûte à chacun 3 jours de salaire, ses toasts de plus en plus mouillés et élémentaires, son contentement si typiquement masculin, vaut la peine d'être évoqué. Je crois pourtant que je vais jeter mon dévolu sur le chauffage à Péranne, parce que ce passage permet de comprendre à la fois la vieille dame du Sud-Express qui ne gaspillait pas l'eau, et aussi comment une famille américaine, poussée par les circonstances et les intempéries, peut devenir presque française. C'est toujours Laurence Willy, sociologue américain, qui parle. La maison des Martons dans laquelle nous habitions était dotée de l'électricité, de l'eau courante, même de l'eau chaude, d'une salle de bain avec baignoire, d'un water muni d'une chasse d'eau et du chauffage central. De telles maisons ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire dans les villages du Vaucluse. Presque chaque village comporte une maison de ce type, modernisée par un fils émigré à la ville et qui en a ramené le goût du confort et l'argent nécessaire à l'acquérir. Nous ne fûmes donc pas surpris de trouver une maison bien équipée à Péranne. L'étonnement se fut de voir comment tout cela fonctionnait. Le chauffage central consistait en une petite chaudière reliée à 4 petits radiateurs, un dans chacune des pièces du premier étage. Quand le froid commença à s'installer vers le début de novembre, nous décidâmes d'allumer la chaudière. Monsieur Marton nous avait demandé de le prévenir quand nous voudrions allumer le chauffage afin qu'il vienne nous en montrer le fonctionnement. Quand je lui téléphonai, il essaya d'abord de nous persuader que nous n'en avions pas vraiment besoin. La vague de froid ne tarderait pas à passer, dit-il, et le beau temps allait revenir. Certains hivers, les Martons n'allumaient jamais la chaudière, et monsieur Marton était convaincu que nous n'en éprouverions pas le besoin non plus. Comme j'insistais, il dit que ce pourrait même être dangereux de mettre en marche le chauffage central. Il faudrait commencer par remplir les tuyaux d'eau. Or, si un jour il se mettait à faire très froid, nous pourrions oublier d'allumer la chaudière. L'eau gèlerait alors dans les radiateurs et ceux-ci pourraient éclater. Je l'assurais que s'il se mettait à faire froid à ce point, nous n'oublierions certainement pas d'allumer la chaudière, et je répétais avec insistance que nous voulions mettre le chauffage en marche. Monsieur Marton accepta de quitter Apt pour Péranne afin de discuter de l'affaire. Il finit par céder et par me montrer comment fonctionnait le chauffage central. En examinant les détails de l'installation, nous nous aperçûmes immédiatement que quelques réparations étaient nécessaires. Le réservoir d'eau était entièrement rouillé et les tuyaux étaient également obstrués par la rouille. Le chauffage n'avait visiblement pas fonctionné depuis des années. Je ne puis raconter tous les efforts et le temps qu'il fallut consacrer afin de remettre le chauffage en état de marche. Enfin, à Noël, il était prêt à entrer en fonction. Monsieur Marton et moi portâmes bidon après bidon jusqu'au 3e étage, puis après avoir escaladé une échelle, nous vidions l'eau dans un réservoir car l'installation n'était pas branchée sur la tuyauterie normale de la maison. Quand l'eau se mit à gargouiller dans tous les tuyaux et tous les radiateurs, nous allumâmes la chaudière et au bout d'un moment, les radiateurs se réchauffèrent un peu. Monsieur Marton nous quitta et je continuai à alimenter le feu dans la chaudière. Mais je m'aperçus bientôt que malgré tous mes efforts, le chauffage central n'était pas à la hauteur de sa tâche. La température des chambres du haut n'arrivait pas à dépasser 11 degrés, même en faisant chauffer la chaudière, au point que le papier peint près du tuyau de sortie finit par prendre feu. L'eau chaude ainsi que l'installation de la salle de bain fonctionnaient encore moins bien que le chauffage central. Le principe de l'eau chaude consistait en un serpentin qui traversait la cuisinière et qui envoyait l'eau réchauffée dans l'accumulateur de la salle de bain. Celle-ci ne contenait pas de radiateur, car comme l'avait déclaré M. Marton, ce ne serait pas logique d'y mettre un radiateur puisqu'il y a déjà un grand réservoir d'eau chaude. Mais étant donné les dimensions gigantesques de la salle de bain,
La plus grande partie de la chaleur accumulée dans le réservoir mal isolé se dissipait sans réchauffer la pièce. Par une fissure dans le mur, le Mistral s'engouffrait, faisant claquer le papier peint. Quand on ouvrait le robinet d'eau chaude dans la baignoire, d'où il ne sortait que de l'eau à peine tiède, on ne pouvait plus utiliser la cuisinière pendant au moins 1 heure. Bref, le confort et les commodités modernes de notre maison n'étaient ni confortables ni commodes. Il apparaissait clairement que la famille Martron ne s'en était jamais servie. Martron avait fait effectuer les installations, moins pour améliorer le confort de la famille que pour en accroître le prestige. Habitués en bons Américains à ce qu'un geste du doigt règle le chauffage de toute une maison, nous avions à première vue pris les radiateurs de Perran au sérieux. Lorsqu'ils eurent fait la preuve de leur inefficacité, nous cherchâmes d'autres moyens de nous chauffer. Il y avait une cheminée dans chaque pièce. Il y avait la cuisinière. Il y avait une salamandre dans mon bureau. J'étais décidé à chauffer la maison puisque tout cet appareillage rendait la chose théoriquement possible. Pendant quelques jours, je ne cessais d'aller de la cuisinière à la chaudière, de la chaudière à la salamandre aux cheminées, et ainsi de suite, bourrant les divers feux de charbon et de bois. Je me rendis bien vite compte que ce travail à lui tout seul me prenait tout mon temps, sans compter que les notes de bois et de charbon commençaient à grimper d'une manière alarmante dans une région où ces matériaux sont rares. Et de toute façon, même en y mettant le temps et l'argent, je ne parvenais pas à mes fins. Quand le Mistral soufflait, il n'y avait rien à faire pour chauffer mon bureau. Je renonçais à le chauffer, et je portais ma machine à écrire, mes livres et mes papiers dans la salle. Puis il parut absurde d'entretenir du feu dans les chambres alors qu'on n'en avait besoin que pour s'habiller et se déshabiller. Il sembla plus raisonnable de s'habiller et de se déshabiller dans la salle. La salle de bain n'était plus le refuge douillet que nous avions toujours connu. Prendre un bain, cela voulait dire se dévêtir dans le froid, se tremper dans de l'eau tiède et paralyser le fonctionnement de la cuisine. Nous découvrîmes que les bains étaient moins nécessaires que nous l'avions cru jusque-là. Peu à peu, notre vie de famille, qui en Amérique se répartissait à travers toute la maison, habitude que nous avions cru pouvoir transporter à Perran, se concentra dans la salle. Ce changement résolut quelques problèmes. Je consacrais moins de temps au chauffage et je vis avec soulagement baisser le montant des factures. Mais cela en souleva d'autres. Je dus apprendre à travailler pendant que les enfants jouaient. Les enfants durent s'efforcer de faire moins de bruit. Il me fallut prendre l'habitude de débarrasser la table de mes papiers avant chaque repas. Nous faisions cuire la viande le plus souvent dans la cheminée. Si l'un de nos enfants souffrait de quelque chose, nous ne pouvions pas rester à le bercer dans sa chambre. Nous le descendions dans la salle et nous le prenions sur nos genoux devant le feu. Le feu de bois qui brûlait jour et nuit devint pendant 6 mois le point focal de la famille. Sans nous en rendre compte, nous nous étions peu à peu adaptés aux conditions de vie de Perran, où la plupart des familles vivent ensemble dans une seule pièce, la salle étant la seule pièce chauffée de la maison. C'est là qu'on prépare les repas, qu'on dîne, qu'on réunit les conseils de famille, qu'on reçoit ses amis, et que le médecin ausculte quand il y a un malade dans la maison. En été, la salle perd un peu de son importance. On n'allume le feu que pour faire la cuisine. La famille vit beaucoup dehors, au soleil. Mais pendant les longs mois d'hiver, tout le monde se resserre dans la salle, autour du foyer. C'est sans doute pour cela que l'équivalent français le plus proche du mot anglais « home » est le mot « foyer ». Comme vous le voyez, on ne peut pas devenir plus gaiement français. Il faudrait souhaiter aux Français qui réclament leur beefsteak frites jusqu'au bout du monde d'avoir la même faculté d'adaptation. Est-ce possible ? Après avoir lu le livre de Laurence Willy, j'aurais tendance à dire non, parce qu'en fin de compte, ce qui caractérise tous ces Français, habitants d'un village dans le Vaucluse, c'est le besoin farouche de protéger leur individualité. Cette individualité, nous la protégeons à tout prix, aussi bien des étrangers du dehors que de ceux du dedans. Nous la protégeons de l'autre. Sans doute sommes-nous un peu seuls mais lucides, et nous aimons tant ça. C'était Lecture de femmes par Michel Perrin à propos du livre de Laurence Willy, publié chez Gallimard dans la collection Témoins, Un village du Vaucluse, Roussillon. Première diffusion sur France Culture le 7 juin 1971.
Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.